Nous avions commencé à étudier les premiers poèmes du recueil d'Hélène Dorion qui s'intitule Mes forêts. J'avais attiré votre attention sur le titre un peu énigmatique, et ce qu'il y a d'énigmatique dans ce titre, c'est d'abord le déterminant possessif « mes ». Ce déterminant peut nous mettre sur la voie d'une lecture autobiographique du recueil, bien que cela n'aille pas de soi quand on voit le terme « forêt » qui, lui, a priori, n'a pas de connotation autobiographique. Alors, nous avions commencé par le premier poème qui s'appelle L'Horizon, poème qui se trouve dans la première section du recueil intitulée L'écorce incertaine. Alors, quand on voit ce titre, L'écorce incertaine, le titre de la section, on est également un peu étonné. C'est comme pour le titre Mes forêts, parce qu'une écorce, a priori, ce n'est pas incertain. Et peut-être que ce qui va être incertain, c'est le regard que la poétesse va porter sur l'écorce et la signification qu'elle va donner au terme écorce. Alors, quand je dis la signification qu'elle va donner au terme écorce, ça doit résonner en vous du point de vue de la méthodologie de l'explication de texte. L'explication de texte, comme je l'avais dit, expliquer un texte, c'est un peu comme traduire une langue étrangère. C'est-à-dire qu'on va émettre des hypothèses d'interprétation et après, on va essayer de les vérifier. Dans le cadre de l'analyse littéraire, on peut vérifier nos interprétations en s'aidant du contexte de l'œuvre, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour ce recueil, en s'aidant du poème dans son ensemble, si on interprète un vers en particulier, ou bien on va s'aider de l'ensemble du recueil, de tous les éléments possibles, et même, ce qui est vraiment très intéressant à faire aussi, c'est de pouvoir s'aider d'autres recueils écrits par l'auteur. Alors, quand on avait regardé le premier poème qui s'intitule L'Horizon, on pouvait déjà commenter le titre, l'horizon. On peut supposer qu'il s'agit de l'horizon de la forêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de la forêt ? On en voit l'horizon, donc une ligne horizontale. Quand on a ensuite un poème qui s'appelle L'Arbre, alors on peut être plus du côté vertical. Bon, après, quand on dit ça, ça reste une interprétation relativement subjective. Il faut la creuser, et puis encore une fois, pour qu'elle ne soit pas simplement subjective, il faut la justifier avec d'autres vers, d'autres exemples pris dans le texte. C'est-à-dire qu'on est relativement libre dans notre interprétation, mais cette liberté, elle est quand même limitée, et elle est limitée par l'œuvre. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout faire dire à une œuvre. Il faut le justifier en prenant des exemples dans le texte, en cherchant les mots dans le dictionnaire. C'est ce que j'essaie de vous montrer en cours. Je fais sans arrêt référence à mon dictionnaire. Je cherche les mots, et même les mots que nous connaissons, je dis tout le temps, les mots, c'est comme les gens, on croit les connaître. Mais quand on fouille un peu, on s'aperçoit qu'ils sont pleins de bonnes surprises ou de mauvaises surprises, mais plein de surprises et de nouveautés. Alors, L'Horizon, c'est un poème qui commence par une chute de lien. Et en lisant le texte, on avait dit que peut-être cette chute de lien désignait des branches un peu comme des saules pleureurs, et qu'on pouvait imaginer que la chute, cette fois-ci, c'est la verticalité de l'arbre, et que les liens, ce sont les branches entremêlées, peut-être un peu comme un saule pleureur. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble un saule pleureur, vous cherchez dans Google, qui est votre ami, comme vous le savez. Alors, une chute de lien, voilà, c'est peut-être une façon de désigner les branches, mais si on dit ça, on ne prouve rien. Il faut pouvoir le prouver. Et je vous rappelle que nous avions vu, alors c'était dans un autre poème où elle disait dans le poème suivant, elle écrit « Je déchiffre enfin le désordre des branches ». Donc voilà, là c'est très important méthodologiquement pour analyser un texte. On prend, surtout pour les poèmes, en vérité c'est facile à faire. On prend une expression comme ça qu'on voit dans le texte, on prend le poème qu'on a étudié, on n'a pas le choix des expressions bien sûr. Donc on regarde le texte, on voit les expressions qui peuvent nous paraître difficiles à comprendre, bien que voilà, c'est un langage quand même courant qu'elle utilise. Une chute de lien, le mot chute on le connaît tous. Les liens, tout le monde sait ce que c'est des liens.
Mais par contre, une chute de liens, ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc il faut faire appel à son imagination aussi pour émettre l'hypothèse qu'elle parle des branches. Et ensuite, il faut prouver qu'elle parle des branches. Et nous avions vu que dans le poème suivant qui s'appelle L'arbre, elle dit je déchiffre enfin le désordre des branches. Alors, voilà, ça peut nous prouver que, effectivement, quand elle parle d'une chute de lien, eh bien, elle renvoie à des branches entremêlées parce que lien et désordre sont des mots qui ont une certaine proximité au niveau du sens. Et ce qui est vraiment intéressant également, c'est que le substantif, donc non comme un substantif, le substantif désordre se trouve également dans le poème L'horizon. Une chute de lien avec le ciel qui jette l'encre, un désordre que blessent les vents. Alors, si on a un peu d'imagination, si on a l'âme un peu poétique, on va se dire que ce désordre, il est effectivement créé par les vents qui agressent la nature quand ils sont trop forts au point de blesser les branches. Donc là, que blessent les vents, donc les vents blessent toutes ces branches, tous ces liens, blessent au point qu'elles chutent. Voilà, une chute de lien, qu'est-ce que c'est ? La chute d'une branche, tout simplement. Voilà, donc comme on arrive à ce cheminement d'interprétation, il faut ouvrir un peu son esprit, essayer d'aller au-delà du littéral et voir un peu ce qui se cache derrière les mots en faisant fonctionner son imagination. Vous voyez, si on ne savait pas de quel recueil ce poème était tiré, on ne pourrait pas trouver comme ça l'interprétation facilement en fait. C'est parce qu'on sait que ça s'appelle Méforêt. Et Méforêt, qui dit Méforêt dit arbre, branche. Qui dit forêt dit arbre, branche, etc. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut ouvrir son esprit, laisser aller son imagination, émettre des hypothèses. Alors des fois, on va émettre des hypothèses qui sont fausses ou qui parfois sont difficiles à prouver. Par exemple, dans le deuxième vers, avec le ciel qui jette l'encre, jeter l'encre, ça se dit pour des bateaux. Donc, il faut pas non plus oublier ça. Il faut le dire à votre examinateur à l'oral si vous tombez, ou à l'écrit, si vous tombez sur ce texte. Jette l'encre, ça se dit pour des bateaux. Pourquoi est-ce qu'elle le dit pour des forêts ? Est-ce qu'elle veut montrer un arrêt, un moment fixe ? Alors, ça pourrait paraître un petit peu contradictoire avec ces vents qui blessent les branches. D'ailleurs, au passage, je voulais dire, j'ai été emportée par ma pensée, je ne l'ai pas dit, mais blesse les vents, blesse, c'est une métaphore verbale. Donc les métaphores verbales, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une métaphore qui porte sur un verbe. Donc il existe des métaphores verbales, nominales pour des noms, adjectivales pour des adjectifs, adverbiales éventuellement, bien sûr. Donc ça, c'est des termes techniques à connaître. Pourquoi il faut connaître ces termes techniques ? Parce que si on veut parler de manière précise des textes, il faut avoir un vocabulaire précis. Sinon, on va dire que des imprécisions par définition, puis des idées très vagues qui au final ne sont pas vraiment des idées. Je le dis toujours en cours, si on veut avoir des grandes pensées, des grandes idées, il faut posséder beaucoup de mots de vocabulaire. Les gens qui ont des grandes idées, ils ont beaucoup de vocabulaire. Si on n'a pas beaucoup de vocabulaire, on pense au ras des pâquerettes. On a des petites idées qui ne valent pas grand-chose. Alors, je continue sur ce texte. Donc, une chute de lien avec le ciel qui jette l'encre, un désordre que blessent les vents de biais. La beauté vient chasser l'obscurité. Alors, c'est un texte dans lequel il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de majuscule. Donc, c'est ce qu'on appelle des vers libres. Alors, ils sont libres et du coup, ça donne une petite difficulté au lecteur mais en même temps, c'est ça qui en fait aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a parfois des hésitations. Par exemple, là, un désordre que blessent les vents de biais. Ça pourrait se dire parce qu'effectivement, les vents peuvent paraître souffler comme ça de biais de côté pour abîmer les arbres de la forêt. Donc, c'est très possible que blesse fonctionne comme un adverbe portant de biais, donc porterait sur blesse, fonctionnerait comme un adverbe qui porterait sur blesse. Pourquoi un adverbe ? Blesse les vents de quelle manière ? De biais, voilà, on a l'impression que le vent arrive de côté un petit peu comme un traître.
Mais on peut dire que non. Après tout, c'est une autre strophe. Donc, de biais, la beauté vient chasser l'obscurité. Peut-être que de biais, qui fonctionne toujours, c'est une locution adverbiale, en l'occurrence. Donc, ça va être une locution adverbiale qui va porter sur chasser. Donc, ça chasse comment? De biais. Qu'est-ce qui chasse l'obscurité? L'obscurité, ça peut être la nuit. Donc, ce ciel qui jette l'encre qu'on avait du mal à interpréter, quand on jette l'encre en bateau, l'encre peut aller assez profondément dans la mer, il fait sombre. Donc le ciel qui jette l'encre, c'est peut-être la nuit qui tombe. Et puis ensuite, le jour se lève. La beauté vient chasser l'obscurité. Le jour se lève, on aperçoit la beauté du paysage, la beauté des forêts. Donc je continue la lecture. Donc la beauté vient chasser l'obscurité. Et ensuite, dernière strophe, les forêts apprennent à vivre avec soi-même. Donc dans cette dernière strophe, là c'est très étonnant. On n'est plus dans la contemplation de la forêt, de ses douleurs, de ses branches entremêlées, pleines de désordre, de ces arbres peut-être qui sont tombés, mais on a une phrase très personnelle et en même temps très générale. Les forêts apprennent à vivre avec soi-même. C'est presque un proverbe. C'est un peu une tournure aphoristique parce qu'il y a ce présent de vérité générale. Et puis, ça nous met, alors là, ça va un petit peu peut-être conforter notre hypothèse de lecture du titre. Mes forêts, ce sont mes forêts à moi. Donc, si ce sont mes forêts à moi, quand elle dit les forêts apprennent à vivre avec soi-même, alors peut-être que ça signifie que Hélène Dorion vivait beaucoup dans les forêts, qu'elle s'y promenait et qu'elle réfléchissait à sa vie, à elle-même, ce qui est une démarche très classique dans la littérature depuis Jean-Jacques Rousseau et les rêveries du promeneur solitaire. Il y a aussi un philosophe, j'oublie son nom là, un philosophe d'aujourd'hui, je retrouverai la référence et je mettrai en commentaire, qui a écrit un livre qui s'appelle, je sais plus non plus le titre exact, mais où ce livre signifie que voilà, marcher, c'est une démarche un petit peu philosophique, où on réfléchit, où on pense, on remet sa vie en question. Quand on marche, on est seul avec soi-même. Quand on marche seul, on est seul avec soi-même, avec ses pensées. Et Diderot dit ça également dans Jacques le Fataliste. Il dit « Mes pensées, ce sont mes catins », c'est-à-dire qu'elles surviennent comme ça, elles surgissent, comme des catins. La métaphore est un peu osée. Mais voilà, donc les forêts apprennent à vivre avec soi-même. Voilà, c'est l'idée qu'on est seul face à soi quand on est seul dans la nature. Et on peut réfléchir à qui on est. Et on peut émettre l'hypothèse que la suite du recueil va effectivement nous amener à mieux connaître Hélène Dorion, ses pensées sur la vie, sur le monde. Alors, on voit qu'elle veut parler d'elle-même, bien sûr, mais au final, pas juste pour parler d'elle-même, mais pour transmettre un message universel. Sinon, elle aurait dit, pour le coup, mes forêts, où les forêts m'apprennent à vivre avec moi-même. Elle dit avec soi-même. Ça veut dire que toi, lecteur, tu es concerné. Alors, pour juste terminer ce petit audio, qui est plus long que ce que je comptais faire à la base, mais voilà, il y a des choses à dire et à expliquer. Je voudrais dire que Hélène Dorion, effectivement, elle se promène dans les forêts, elle a passé son confinement dans les forêts, elle est québécoise, qui est une région que je n'ai jamais visitée personnellement, mais dont j'ai pu voir dans des photos ou dans des documentaires que la forêt occupe une grande part, qu'il y a des forêts magnifiques. Le Canada, généralement, est réputé pour ses forêts. Donc c'est peut-être aussi un hommage aux forêts de son pays, on ne sait pas.